Nous allons passer à la dernière et troisième table ronde. On continue sur ce rythme marathonien. Et donc, j'invite Loïc Payen, maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse-Capitole, Pierre Pigagnol, administrateur de France Silva, Xavier Dubois de la Sablonnière, de la Fédération nationale de la propriété privée. Yann, ah, d'accord. Ouais, Alors voilà, lourde responsabilité. Donc là, nous sommes 4 et c'est un peu particulier parce que donc vous allez vous partager le temps de parole, Yann Dubois de la Sablonnière et Jean-Pierre Pigagnol, 5 minutes chacun. Et j'aimerais bien justement commencer avec vous pour avoir notamment Yann Dubois de la Sablonnière. Donc je rappelle, vous êtes président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale. Pas exactement. Alors, administrateur. C'est raté, zut. Et j'aimerais, je pense qu'on est tous, on serait tous attentifs à avoir votre regard justement en tant que propriétaire sur la teneur des débats de ce matin, entendre et essayer de comprendre vos craintes et les pistes de compromis qu'on pourrait trouver ensemble justement pour rapprocher notre société et nos concitoyens, concitoyennes de la nature, parce qu'on l'a bien compris que c'était aussi on l'a vu ce matin, un besoin collectif. Alors d'abord, pour vous dire que je suis très heureux d'avoir participé à ces débats et on voit d'ailleurs que les choses ne sont pas binaires, les bons contre les méchants, même si je me suis un peu amusé que dans cette enceinte de la République, on parle aussi souvent de marquis. Mais c'est une anecdote. Alors, je tiens à vous dire que même si j'ai un nom un peu long, si je peux rassurer certains, je ne suis pas marquis. Je ne suis qu'un simple citoyen. Voilà, mais bon, au-delà de cette anecdote, je tenais quand même à rappeler quelques éléments fondamentaux sur la propriété privée. J'ai entendu Madame la députée ce matin dire qu'elle rêverait d'un monde idéal sans propriété privée. Alors, je tiens à rappeler donc ce qu'est un propriétaire et quel est son rôle. Alors, un propriétaire, c'est déjà un gestionnaire de son territoire, gestionnaire du territoire privé. Il en est, et on a souvent prononcé ce mot, ou quelquefois, il en est le responsable civil. Et il y a souvent des confusions qui sont faites. J'ai entendu notamment le président de FNE parler du propriétaire, de l'exploitant, etc. Il y a souvent une grosse confusion qui est faite entre le gestionnaire et l'usager. Alors peut-être que j'ai mal compris, c'est possible. Mais donc, juste à titre d'exemple, un exploitant agricole, et j'en suis un également, gère son exploitation agricole et est responsable de son exploitation agricole. Un propriétaire gère son foncier et est responsable de son foncier. Et on a prononcé un mot assez souvent qui est le conflit d'usage. Le propriétaire est au cœur des conflits d'usage. On a rappelé les différents usages qui sont effectivement pour les territoires ruraux, l'agriculture, la chasse, le tourisme, les sports de nature, etc., etc. Il est au cœur des conflits d'usage et quel est son objectif? D'arriver, dans le cadre légal qui lui est fixé, qui n'est pas toujours facile, d'arriver à trouver les meilleurs compromis possibles entre ces différents usages, de manière à transmettre un bien préservé et vivant aux générations suivantes. C'est ça la mission du propriétaire, c'est ça son objectif. Et il est vrai qu'un accès dépénalisé rend la tâche, on va dire, un petit peu plus compliquée pour maintenir ces équilibres sociaux, économiques et environnementaux. D'ailleurs, on a parlé de l'engrillagement. L'engrillagement aussi rendait complexe
cette mission du propriétaire à maintenir ces équilibres socio-économiques et environnementaux. Je vais vous citer quelques exemples. Un agriculteur, par exemple, lorsque, et je suis désolé, peut-être que ça ne fera pas plaisir à certains, mais la France aujourd'hui n'est pas encore à 100% d'agriculture biologique, loin s'en faut. Même les surfaces en agriculture biologique ont tendance à réduire, mais on va pas. Mais le fait est que les agriculteurs appliquent des produits phytosanitaires. Il faut savoir qu'une fois qu'on a appliqué ce produit phytosanitaire, il y a un délai de retour dans la parcelle, mais aussi bien pour l'agriculteur que pour le promeneur. Est-ce qu'on va faire prendre un risque à un promeneur alors qu'il ne peut évidemment pas avoir l'information? Et bien entendu, engager la responsabilité du propriétaire. On a évoqué la chasse. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de chasse sur nos territoires de grand gibier, tout simplement parce que ce grand gibier se multiplie. Ce sont des chasses dangereuses qui nécessitent une responsabilité et qui ne sont pas sans risque. Comment peut-on organiser ce type d'activité en laissant l'accès libre à une propriété? On va faire prendre un risque à un promeneur qui est complètement démesuré. Et par conséquent, aussi, reposer cette charge de responsabilité sur le propriétaire. On pourrait parler des aléas climatiques. Je ne sais plus qui a dit pendant ces différentes interventions. Il ne me reste plus qu'une minute. Bon, ben, le forestier complétera. Voilà, donc voilà, les aléas climatiques, les risques qu'il peut y avoir également sur des promeneurs en cas de tempête, etc. On voit que l'État a les moyens d'assumer cette responsabilité en limitant l'accès aux propriétés. Le propriétaire privé ne le peut pas. Donc, avec une dépénalisation de l'accès à la propriété privée, cela reviendrait à confier au privé une mission de service public qu'ils sont dans l'incapacité d'assumer. Pénaliser n'est pas, et dissuader, mais n'est pas forcément réprimer. Voilà, autrement, ce que je voulais dire, c'est, et très rapidement, encore en 30 secondes, et mon collègue de la propriété forestière, j'imagine, développera, je pense que le terrain, on va dire, idéal pour répondre à cette aspiration tout à fait légitime des citoyens à se rapprocher de la nature, l'État peut l'assumer et la propriété publique beaucoup plus facilement que nous. En revanche, il y a un mot qui est très intéressant qui a été prononcé, c'est la convention, le partenariat, et travailler en bonne intelligence avec les différentes associations sous forme d'une convention. Et je tiens à rappeler aussi la réflexion de monsieur qui expliquait très justement que la propriété privée doit être respectée, mais la propriété publique aussi. Et les chemins ruraux qui sont détruits correspondent à une atteinte inacceptable à la propriété publique. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Je n'ai pas pu, mais je suis sûr que mon collègue de la forêt sera développé. Bien, bonjour à tous. Merci à Lisa Bellico et à Jérémy Jordanov donc, pour ce colloque et pour nous avoir invités. Donc Jean-Pierre Pigagnol, je suis agriculteur bio et je gère une forêt familiale en Sologne. Je crois qu'il y a un slide, un transparent, enfin des slides qui peuvent apparaître. Voilà, et je vous remercie. Si vous voulez bien, je suis désolé, c'est un peu familier, mais en levant la main, je vous dirai quand il faut avancer. Donc voilà, je vous amène en forêt parce que je suis tout à fait d'accord avec Antoine Gatté, il faut aller sur le terrain, il faut voir les choses sur place. Donc que fait un propriétaire forestier? Il s'occupe de la gestion durable de sa forêt, c'est-à-dire qu'il s'engage sur le long terme de telle sorte que sa forêt reste une forêt et assure les mêmes services. Ensuite, on trouve 80% de la biodiversité en forêt. De fait, nous devenons les gestionnaires de la biodiversité, les gardiens de la biodiversité. Donc, en forêt privée, le CNPF, donc, qui est l'organisme national public qui encadre la gestion des forêts privées, a développé l'IBP, l'Institut de biodiversité potentielle, qui nous permet et qui aide le propriétaire à mieux cerner les éléments sur lesquels il peut agir
pour garder et pour augmenter la biodiversité. Ensuite, les services écosystémiques. Le propriétaire forestier, par sa forêt, il y a tout un panel de services. Le stockage du carbone, bien évidemment, la fourniture de bois pour la société, ça c'est important aussi, on en a tous besoin, par rapport à la construction, par rapport à la décarbonation. La purification de l'eau, je crois que c'était M. Doucet qui en a parlé également, bien évidemment, et les paysages, c'est-à-dire que la forêt constitue les paysages. Donc tout ça, ce sont des services assurés par le propriétaire forestier. Alors, il est payé pour la fourniture du bois, pas pour les autres. Donc il le fait complètement gracieusement. Ensuite, il y a un élément très important maintenant, et je crois que c'était M. Weber qui l'a signalé, c'est l'adaptation de la forêt au changement climatique. C'est quelque chose de capital. En 2080, on nous prévoit le climat du sud Portugal en région centre. Donc ça veut dire qu'il y a un paquet d'espèces qui risquent de disparaître. Il y en a d'autres qui peuvent peut-être s'adapter, on peut l'espérer, mais il y a aussi la responsabilité du propriétaire de ne pas tout miser sur une seule solution et d'adapter plusieurs solutions. Donc de faire des choix. Et ces choix, il les fait dans le cadre d'une réglementation, des schémas régionaux de gestion sylvicole qui ont été validés. Ce sont des choses dont il mesure, dont il porte l'entière responsabilité, mais on doit respecter ces choix également. Au total, il y a à peu près 3,5 millions de propriétaires forestiers qui assurent de ce fait une énorme diversité dans la gestion, parce que chacun n'a pas les mêmes sensibilités. Il y en a qui sont plus sensibles à certaines choses que d'autres. On va passer à la page suivante. Donc les risques liés à l'entrée du public en forêt privée. Alors j'ai mis en premier la sécurité incendie, c'est parce qu'en ce moment le massif de Sologne est classé à risque et que je suis en plein dans ces discussions-là. Il faut savoir que 90% des incendies sont d'origine humaine. Donc le fait qu'on aille en forêt, qu'on aille faire un barbecue, qu'on aille fumer une cigarette, laisser une bouteille en forêt, peut générer des incendies. Ensuite, oui, alors vous pouvez passer à la troisième slide, c'est les risques liés. Voilà, c'est ça. Ensuite, l'atteinte à la biodiversité. Bien évidemment, les espaces privés sont moins fréquentés que les espaces publics. Et de ce fait, on y trouve une plus grande biodiversité. Je discutais l'autre jour avec un sylviculteur qui est à côté de la forêt de Compiègne. Il me disait, au mois d'avril, mai, toutes les biches, elles sont chez nous. Hein. Elles viennent chez nous parce qu'il y a trop de monde en forêt de Compiègne, donc elles viennent mettre bas chez nous. Bon, c'est un exemple, hein, il ne faut pas généraliser non plus à partir de ça, mais ce sont des points qui sont importants. Ensuite, lors des opérations sylvicoles, ce sont des engins, des abatteuses, on fait tomber des arbres, eh ben, il peut y avoir un danger pour les promeneurs, bien évidemment. Donc il faut faire attention. Les risques liés à la chasse, ça c'est évident, il faut faire attention à ça. Les dégradations en forêt. Donc les dégradations en forêt, il y a des incivilités, et moi je sais que j'ai appelé l'OFB qui ne s'est pas dérangé, j'ai dû prendre les déchets, les amener à la déchetterie qui est à 2 km en plus, c'est vraiment ridicule, mais c'est comme ça. Et il y a des dégradations intentionnelles. Je disais tout à l'heure que le propriétaire fait des choix. Quand il fait un choix sylvicole qui correspond à la législation en place, on doit respecter ces choix-là. Et c'est sa responsabilité, c'est son argent qu'il investit et c'est lui qui prend un risque par rapport à ça. Donc, c'est pas normal que depuis le début de l'année 2024, en 2 mois, il y a autant de machines qui ont été endommagées que pendant toute l'année 2023. Et là, je pointe la responsabilité de nos télévisions qui n'invitent jamais France Sylva, par exemple, au débat pour montrer une autre image et pour faire valoir une autre position. Enfin, la responsabilité civile, alors je suis désolé, je n'ai pas votre avis, Fiona Mille. Moi, j'ai le même avis que la personne qui était intervenue à propos de l'escalade. Effectivement, la responsabilité civile du propriétaire peut être mise en cause. Vous prenez une branche sur le nez en vous promenant dans une propriété privée, c'est de la responsabilité civile. On a même un cas plus symptomatique. Il y a une mare forestière, quelqu'un vient se noyer dans une mare forestière. Vous n'avez pas mis un panneau interdiction de se baigner, vous êtes responsable. Bon, c'est une parenthèse que je ferme. Voilà, donc il y a bien un problème de responsabilité. La loi sur l'engrillagement donc, a été mise en place pour éviter, et là, moi, c'est une position personnelle qui n'est pas forcément celle de France Sylva. Je défends absolument cette loi sur l'engrillagement. Je trouve qu'en Sologne, on atteignait des sommets terribles. Mais en contrepartie, effectivement, la pénalisation venait en équilibre pour dire aux gens, écoutez, voilà, quand vous allez en propriété privée, il y a une pénalisation. Alors, moi, j'ai l'info qu'il y a 0 PV à ce jour. Je ne sais pas si c'est une bonne info. Il faudra la vérifier. Mais s'il prouve quand même qu'il doit y avoir une bonne... sur les gens locaux, il doit y avoir quand même une discussion. Je viendrai donc directement sur les conclusions. Donc, la dernière slide, merci. Donc, on l'a signalé tout à l'heure, et il y a un terme que j'ai beaucoup aimé, j'ai oublié son nom, je crois que c'était Madame Nikeli, sur la granulométrie. Je trouve ça super, c'est exactement ça, il faut bien travailler là-dessus, il faut trouver les bonnes formules et travailler sur les conventions d'usage pour une bonne relation entre les utilisateurs.
Et ça ne peut passer que par un dialogue. On est tous d'accord là-dessus. Ensuite, en deuxième point, je dirais que la forêt privée, pour les raisons qu'on a défendues tout à l'heure, nous paraît pas adaptée pour recevoir du public. Monsieur Weber l'a très bien dit, il faut une sensibilisation. Je crois que le collègue de l'ONF aussi. Il y a des gens sur le terrain, et je suis complètement d'accord avec vous. Discuter avec la personne, lui dire que fumer en forêt alors qu'on est au mois d'août, non, c'est pas une chose à faire. Et le problème, c'est qu'en forêt privée, il n'y a personne pour faire ça. Et on n'a pas les moyens de mettre des gens à venir discuter. Donc ça, c'est un risque énorme. Ensuite, on a parlé de la biodiversité, on a parlé de la responsabilité civile, ça nous semble plus compliqué. Alors, un point pour terminer, qui est peut-être une piste que je livre comme ça, c'est le dernier point, c'est que j'habite Tours, et j'ai fait un petit test hier bêtement sur mon téléphone, j'ai regardé, parce qu'il y a aussi les histoires de populations défavorisées qui n'ont pas accès aux espaces. Je me suis dit, tiens, voilà, combien de temps il me faut pour aller dans une forêt domaniale à côté? En voiture, il faut un quart d'heure. C'est pas très long. De Tours, j'entends. Hein, je parle de Tours, mon petit exemple. Et quand je regarde avec les transports publics, il faut entre 1h30 à 2h30. Donc, si vous voulez, il y a aussi des axes de travail sur lesquels on peut améliorer les choses et qui nous permettraient de flécher la fréquentation forestière sur des espaces où on est habitué et où il y a des gens pour accueillir le public. Donc voilà, c'était le terme de la conclusion de ma présentation. Merci. J'ajoute juste un tout petit compliment sur ce que vous disiez. En fait, il y a eu quand même déjà des pénalisations, une utilisation de la loi de février 2023 à l'encontre de militants écologistes qui tentaient de bloquer un projet industriel sur une propriété privée, et des journalistes d'ailleurs qui suivaient l'action aussi et qui ont été aussi pénalisés avec cette loi. Alors, maintenant, je me tourne vers vous, Loïc Payen. Vous êtes maître de conférence à l'université Toulouse-Capitole. Et là, on va prendre un peu de hauteur. On va voir aussi des exemples. On va se tourner vers les exemples étrangers qui peuvent vous inspirer. Enfin, vous avez fait, vous, une étude de droit comparé avec le droit scandinave, notamment. Et je voulais savoir quelles pistes y a-t-il à l'étranger qui pourraient être intéressants à étudier chez nous. Bien, merci. Je crois que tout le monde m'entend. Merci aux organisateurs d'abord pour ce colloque. Alors moi, je suis chargé effectivement de vous présenter quelques pistes juridiques pour élargir l'accès à la nature et surtout, ce n'est pas le moins important, pour faire en sorte que cela soit acceptable, ce qui figure dans l'intitulé même de la table ronde. Et le temps d'intervention étant nécessairement restreint, je serai conduit à faire quelques raccourcis et je vous prie de m'en excuser par avance. Alors, 3 pistes au moins, j'essaierai d'être clair, 3 pistes au moins méritent d'être évoquées pour renforcer le droit d'accès à la nature, de sorte à ce que cela soit acceptable. D'abord, consolider les fondements de l'accès à la nature. Ensuite, conditionner cette consolidation et enfin, renforcer sa concrétisation. Je m'explique. Consolider les fondements, pourquoi? Parce que déjà, le droit d'accès à la nature a des assises juridiques en France, on le sait, qui sont relativement solides. On a au niveau constitutionnel une liberté d'aller et de venir, auquel elle se rattache, mais qui n'embrasse pas que cet accès à la nature. On a des fondements un peu plus ponctuels. On a les servitudes de marchepied, les servitudes de montagne, les servitudes de passage sur le littoral. On a les PDIPR qui ont aussi été évoqués et les chemins ruraux, effectivement, qui sont simplement présumés ouvert au public, ça reste une présomption simple. Toutefois, ces fondements, ils sont insuffisants et ils méritent d'être renforcés. Parce que, en tant que tel, on n'a pas dans notre ordre juridique en France aujourd'hui de droit d'accès à la nature qui soit reconnu comme l'est par exemple la propriété. Alors cela permettrait de lui conférer un supplément d'autorité en quelque sorte et pourquoi pas, si on rêve un peu, de le mettre au moins à égalité avec le droit de propriété. J'y reviendrai plus tard. Cela est d'autant plus possible qu'on a plusieurs assises constitutionnelles dans notre ordre juridique qui permettraient de fonder juridiquement cet accès à la nature. On a la liberté d'aller et venir, on a le droit à la santé, la protection de l'environnement de façon générale, mais on a aussi, par exemple, le droit à un environnement équilibré, respectueux de la santé qui se trouve dans notre charte. Bref, au niveau juridique, tout cela est tout à fait possible et réalisable. D'autant,
et c'est là le point sur lequel je reviens, d'autant que cela a déjà été fait ailleurs. On regarde un certain nombre de pays nordiques, la Suède, la Norvège, la Finlande, qui depuis les années 1950 ont dans leur constitution et dans certains textes législatifs un droit d'accès à la nature. En 2000, c'était fait en Angleterre, en 2003 en Écosse, l'Allemagne dans le courant des années 2009, et en France, en Nouvelle-Calédonie, dans la province des îles Loyauté, qui a son propre code de l'environnement, on a un droit d'accès à la nature dont personne ne parle. Bref, consolider, c'est nécessaire, souhaitable et en plus réalisable. Toutefois, pour que cela soit acceptable, deuxième partie d'intitulé de notre table ronde, il faut conditionner cette consolidation et y poser des limites. Alors ici, cela appelle d'emblée 2 remarques. Première remarque, la consécration d'un droit, quel qu'il soit, ne suppose en aucune façon que ce droit soit illimité. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire n'importe quoi dans la mise en œuvre de ce droit. La propriété elle-même, elle est limitée aujourd'hui. La liberté d'aller et de venir, elle est aussi limitée aujourd'hui, quand bien même ce sont des droits qui ont une valeur constitutionnelle, en gros la plus haute valeur au niveau juridique. Autrement dit, il est toujours question, quand bien même on reconnaît un droit, d'établir un équilibre avec d'autres considérations ou d'intérêt général. On a évoqué le cas de la surfréquentation, on peut évoquer des considérations liées à l'ordre public, à la sécurité publique, etc., ou d'autres droits privés tels que la propriété. Deuxième remarque, quand on regarde ce qui a été fait ailleurs, des limites ont été apportées. Ces limites se rattachent à 3 types de considérations. Déjà, on parle beaucoup d'accès à la nature depuis ce matin, mais finalement, personne ne parle véritablement de la même chose. Pourquoi ? Parce que le droit d'accès à la nature, il peut être limité par son objet. Est-ce que c'est, par exemple en Écosse, le droit d'accès à la nature, c'est 3 choses. C'est un droit de passage, un droit de cueillette, et c'est aussi un droit d'héberger temporairement, un droit de camper, de façon un peu triviale. Ça, c'est pour ce qui est de la Suède. Pour ce qui est de l'Écosse, c'est simplement un droit de passage ou un droit de passage à des fins de loisirs ou à des fins d'éducation uniquement. Au Royaume-Uni, on exclut même de façon explicite certains accès, certaines opérations. Par exemple, le droit d'accès à la nature n'implique pas le droit de chasse. Ça n'implique pas le droit de passer avec des engins motorisés. Donc on peut faire ce qu'on veut dans le champ juridique. Deuxième type de limite, on peut aussi avoir, au-delà de l'objet, des limites par des contraintes et des obligations. En Suède, par exemple, et c'est un peu le cas dans tous les autres pays où cela a été fait, on peut avoir un droit d'accès à la nature, mais être astreint au respect de certaines autres obligations. On ne doit pas détériorer l'environnement, on ne doit pas porter atteinte à la propriété des lieux, parfois on ne doit pas s'approcher des habitations à une distance raisonnable. On a, en gros, la limite, c'est l'abus de droit. C'est le cas aussi en Allemagne, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie. On a des limites qui sont posées systématiquement pour préserver justement les intérêts des propriétaires. Et enfin, troisième type de limite, parfois on a des droits qui sont reconnus de façon spécifique aux propriétaires face au droit d'accès à la nature. Au Royaume-Uni, par exemple, c'est l'exemple qui est assez intéressant parce qu'on reconnaît un droit à la nature, mais c'est le droit le plus minimal dans sa teneur qui a pu être reconnu. Au Royaume-Uni, le propriétaire, il peut 28 jours dans l'année, et sans raison, clôturer, fermer sa propriété. Ailleurs, en Écosse, par exemple, il peut enclore une partie suffisante autour de sa maison pour avoir une certaine forme d'intimité. En Suède, par exemple, il peut interdire l'accès à certaines zones s'il démontre des raisons objectives, j'insiste, qui justifient justement une limitation. Parce que quand on regarde les débats parlementaires, notamment ceux qui ont eu lieu hier après le rejet de l'amendement qui avait été proposé, l'argument qui est invoqué pour se dresser contre cela, ce n'est pas qu'il y a des raisons objectives, non, c'est que ça ne respecte pas la volonté du propriétaire. C'est-à-dire que le non-respect d'une volonté individuelle qui peut être justifiée, mais en tout cas qui n'est pas mise en avant par des raisons objectives, peut limiter le droit, ou en tout cas la liberté d'aller et venir en l'état du droit positif de tous les individus, ce qui est relativement gênant que la volonté d'un seul puisse altérer ou limiter la liberté de plusieurs. Bref, on peut maîtriser le droit d'aller et de venir et on peut poser des limitations pour peu que cela soit justifié de façon objective. Bref, il y a des moyens de parvenir à des équilibres. Mais tout ceci doit s'accompagner dans le même temps, et là je vais peut-être pouvoir aller un petit peu plus vite, d'un renforcement des modalités de concrétisation de ce droit que l'on pourrait reconnaître. Et en réalité, même si on ne le reconnaît pas, on pourrait déjà agir sur certains leviers juridiques qui existent aujourd'hui. Alors,
Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il faut exproprier les propriétaires privés, mais sachez quand même que dans les départements et régions d'outre-mer, on a... On n'en est pas loin. Oui, non, mais dans les départements et régions d'outre-mer, on a un statut relativement public de la forêt. Par exemple, sur le territoire de La Réunion, c'est 200 km de circonférence environ. La Réunion, on a quand même presque 900 km de sentiers ouverts au public. Bon, je referme cette petite... Pas que des forêts, d'accord, mais quand même, la propriété publique présente des intérêts, mais je reviendrai sur les intérêts également de la propriété privée, je vous rassure. Alors, quels sont ces moyens, quels sont ces leviers dont nous avons à disposition? D'abord, vous l'avez évoqué déjà avant moi, il faut sensibiliser le public. Quel public? Sensibiliser ceux qui se promènent, sensibiliser sur les effets de la promenade, sur leurs conséquences, mais aussi sur les droits de propriété à respecter, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Sensibiliser aussi, je crois, les propriétaires sur ce qu'ils peuvent, sur ce qu'ils ne doivent pas, sur les intérêts peut-être de l'accès à la nature. Donc ça peut passer par un certain nombre de moyens, le balisage, l'information, des agents sur le terrain, des moyens pour les propriétaires également pour qu'ils puissent faire face aux dégradations. Ça a été évoqué subrepticement tout à l'heure, mais il y a aussi, au-delà de la question de la responsabilité, l'intervention des pouvoirs publics pour consolider justement et pour avoir finalement l'aval des propriétaires, en tout cas susciter leur motivation. On pourrait aussi repenser... Deuxième levier sur lequel on pourrait s'appuyer, les plans départementaux d'itinéraires de promenade et de randonnée. Alors, on sait très bien qu'ici, ce sont des documents qui permettent d'identifier des voies de promenade, qui sont négociés avec des propriétaires privés. On peut envisager de meilleures contreparties financières, des engagements qui s'inscrivent dans un temps un peu plus long. Je serais peut-être un petit peu plus radical. Vous savez, pour le moment, le PDIPR, c'est une servitude conventionnelle. Si le propriétaire ne veut plus que sa voie se trouve sur les plans, il peut mettre fin, dans des conditions de droit commun, bien entendu, à la convention. Pourquoi ne pas instituer une servitude légale, une obligation minimale d'ouverture au public sous condition? Et après négociation, on peut tout à fait l'envisager également, remplacer une servitude conventionnelle par une servitude légale. Ensuite, on peut aussi envisager le développement d'outils contractuels. Alors, le contrat entre certains propriétaires et certaines collectivités en marge du PDIPR, comme vous l'avez évoqué par exemple. On peut même aller encore un petit peu plus loin. Vous savez, en matière d'environnement, une minute si vous le voulez bien, avant de terminer. Merci beaucoup. En matière d'environnement, on a créé en 2016 un outil qui est assez peu connu, c'est l'obligation réelle environnementale. L'obligation réelle environnementale permet d'attacher une protection environnementale à un bien. C'est-à-dire que si ce bien est vendu, la protection va être attachée au bien jusqu'à ce que le contrat qui institue l'ORE prenne fin. Pourquoi ne pas envisager une obligation réelle de promenade ? Finalement. Et là, on sait que les propriétaires peuvent être extrêmement favorables à l'ouverture au public sous certaines conditions. Et l'avantage du contrat, c'est qu'il y a une contrepartie pour le propriétaire qui fait intervenir des collectivités, des conservateurs d'espaces naturels, des parcs naturels régionaux, des associations également, bref, toute une pléthore d'entités. Alors, on peut aussi envisager la mise en place d'outils incitatifs. Une fiscalité, par exemple, exonérée, cela avait été envisagé de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, mais qui sont ouvertes au public, par exemple. Bon, il y a plusieurs pistes à explorer. Alors, je vais conclure en disant qu'en France, tout ceci est difficile pour au moins deux raisons. D'abord parce que la nature, elle est avant tout pensée en termes de propriété. C'est un bien privé avant d'être un patrimoine commun qui ne veut pas dire grand-chose en réalité au niveau juridique, mais on pourra en discuter, auquel s'attachent en revanche des droits collectifs. Deuxième point, c'est que la place de la propriété en France et sa conception constituent des freins rendant la transposition des modèles étrangers difficile parce que en France, on est quand même assez fétichiste de la propriété, il faut le dire. Et quand on écoute les débats parlementaires, il n'y a aucune autre idée qui ressort de cela. Et la propriété, elle est bien conçue aujourd'hui comme une faculté de disposer de ses biens, mais c'est aussi et surtout une liberté d'exclure, ce qui est quand même relativement gênant pour le sujet dont on parle. Et la propriété, on l'aura bien compris au travers des leviers que j'ai pu évoquer, si c'est un problème, elle peut aussi être une solution. On est d'accord là-dessus. L'idée n'est pas de taper sur les propriétaires, sur le droit de propriété. Un dernier point, avant de conclure, et je serai extrêmement bref, promis. Quand on évoque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on nous dit « Oui, mais la propriété, c'est 1789, c'est l'héritage révolutionnaire, d'accord ?» Sauf qu'il faut bien avoir en tête que la DDHC, c'est un texte de réaction aux actes qui ont pris place à l'Ancien Régime. Est-ce qu'à l'Ancien Régime,
on avait privé les personnes de la liberté d'accéder à la nature. Si ça avait été le cas, je peux vous garantir qu'on aurait eu un droit d'accès à la nature dans la déclaration des droits. Donc on ne peut pas, au risque d'un certain anachronisme, appliquer ce raisonnement à cette époque actuelle que nous connaissons. Bref, il faut commencer à prendre le droit d'accès au sérieux. Je vous remercie. On va se tourner vers l'échelle plus locale cette fois-ci. Vous êtes maire d'une commune de 1100 habitants au nord de Nantes, Trans-sur-Erdre, et vous êtes vous aussi au cœur dans la conciliation et au cœur de différents usages du fait de votre statut et aussi individuellement dans vos pratiques. Alors je vous laisse aussi discuter de tout ça. Merci beaucoup. Merci, comme beaucoup d'autres l'ont déjà fait, mais je tenais vraiment à le renouveler. Merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque, surtout suite à ce qui s'est passé hier. Je pense qu'il est temps effectivement de repartir sur un nouveau travail tous ensemble et qu'il faut considérer ça comme une première étape. Et je pense que vous pouvez constater au vu du succès aujourd'hui que vous serez épaulé dans cette démarche en tout cas. Je voulais aussi remercier les petites mains de l'organisation qui font que l'événement est réussi. Ce n'est jamais évident. On m'a demandé de venir ici vous présenter sur la base d'une expérience territoriale un exemple de sujet à droit constant, c'est-à-dire à droit actuel ce qu'on peut faire, et puis surtout que ça soit l'occasion un petit peu de discuter de ce qu'il est possible et des problèmes et de premiers leviers, premiers freins qui pourraient être une réflexion sur la suite. Donc dans ce cadre-là, je vais être obligé un petit peu de contextualiser pour bien vous faire comprendre le territoire et d'où on part en termes de réflexion. Alors la chance quand on passe ce dernier, c'est qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été dites et donc il y a des sujets qui vous sembleront maintenant très clairs et donc sur lesquels je pourrais passer rapidement. Donc sur la première slide, je voulais d'abord vous présenter le territoire. Donc Trans-sur-Erdre, c'est une commune dite en aire limite de métropolisation nantaise. Donc on est considéré comme en aire d'influence de Nantes, mais néanmoins commune rurale. Donc vous voyez très bien que par l'augmentation du nombre d'habitants en une vingtaine d'années, on est sur des zones avec des fortes pressions foncières, avec des changements sociologiques. On est aussi à proximité d'un petit bocage qui a failli se transformer en piste d'atterrissage, donc on a l'habitude de la discussion sereine et des enjeux et apaisée sur les enjeux environnementaux. On est au bord de l'Erdre qui, selon François Ier, était la plus belle rivière de France. Alors ça, à mon avis, c'est des citations Twitter ou quelque chose comme ça, à se méfier aussi. Néanmoins, voilà, mon propos en tout premier lieu, c'est que Trans-sur-Erdre, c'est une petite commune d'une ruralité de Loire-Atlantique qui n'a pas vocation à représenter l'ensemble des maires aujourd'hui, l'ensemble des situations sur le territoire. Donc il n'y a aucune vocation dans mes propos aujourd'hui à être porteur d'un exemple à suivre, mais vraiment juste sujet de débat. Comme me dit souvent ma fille un peu facétieuse de 10 ans quand je prends ma fonction un peu trop au sérieux, tu n'es que le petit maire d'une petite commune. Donc restons-en là-dessus. Si on peut passer sur la deuxième slide, je vais vous présenter après par contre d'où je viens moi et la base sur laquelle je porte mes propos, puisque je vais vous parler beaucoup de médiation et de soft law, et dans ces cas-là, il faut être assez transparent sur ce qu'on est soi pour pouvoir parler avec les autres. Donc j'ai essayé de refaire un petit bilan, bon ça s'affiche pas très bien, mais vous verrez quand même correctement, et de choses qui ont été évoquées ce matin en fait. Quand on parle d'accès à la nature sur une commune périurbaine, on parle de choses très différentes. C'est-à-dire que l'accès à la nature, ça va du parc aménagé à la nature sauvage. On l'a tous évoqué ce matin, il y a un gradient et c'est que des projections individuelles. C'est-à-dire chacun y voit ce que lui y projette. Le mot nature ne correspond pas à une réalité partagée par tous. Donc on a déjà évoqué cette première difficulté. Personnellement, je m'appuie beaucoup sur les auteurs américains, puisqu'on a à l'heure actuelle une redécouverte. Il semblerait que depuis voilà, les nouveaux auteurs, ou même encore aujourd'hui, j'ai entendu des propos, je suis assez surpris parce que tout ça a été théorisé dans les années 70. Vous lisez Socialisation de la nature de Philippe Saint-Marc, qui était un énarque qui a piloté la mission d'aménagement de la côte aquitaine. La surfréquentation, il en parlait à l'époque. L'accès, enfin voilà, c'est des sujets qui ont déjà été largement creusés. Donc sur les fondamentaux, il y a Aldo Léopold que j'aime bien citer pour rappeler qu'il y a effectivement des espaces qui sont peut-être pas, qu'il ne faut peut-être pas rendre accessibles.
on l'a évoqué, qui est d'un forestier qui avait la double approche de se dire il faut que la nature soit proche. Il était forestier-chasseur. Je suis pas forestier, mais je suis également chasseur-éleveur pour remettre le contexte. Et donc la nature est autour de nous, elle est très proche. Et il avait aussi cette capacité à dire il faut absolument que tous les jeunes aient fait un jour dans leur vie une descente en canoë d'un fleuve sauvage pour comprendre ce que c'est que s'échapper de la civilisation. Puis vous avez taureaux, muirs qui ont des approches. Alors pour taureau, voilà, on parle de quiétude, on a employé le mot tout à l'heure pour le PNR, de cadre de vie, de voilà, quelqu'un de la nature en ville, ça peut être ça. Taureau, il s'est isolé à 1 kilomètre de chez lui, hein, donc c'était pas non plus. Et puis muir, au contraire, c'était le voyageur. Donc là, il fallait rencontrer les gens, traverser des nouvelles expériences. Donc rien que ces 3 auteurs-là vous donnent déjà un panel très différent de ce que peut être l'accès à la nature, et ça, dès le 19e siècle. Les Américains sont un peu en avance sur nous sur ces sujets-là. Donc moi, ben voilà, je voulais illustrer. Mon bilan carbone est catastrophique. J'ai une approche très de confrontation avec la nature sauvage et une approche de pratique en tant qu'éleveur. J'élève des chevaux d'endurance. Donc je fais en gros du chien de traîneau et du cheval d'endurance. Donc je suis plutôt, et puis j'ai fait pendant très longtemps de la randonnée en montagne. Je ne suis pas dans l'histoire de tout ce qui est nature en ville, je laisse ça à d'autres, mais sur mon territoire, ça ne s'applique absolument pas. Donc sur mon territoire, les enjeux, et ça va être la diapositive différente, mon quotidien est plutôt d'essayer, comme vous le voyez en bas à gauche, mon quotidien est plutôt d'essayer d'empêcher que des vaches aillent sur l'espace public, et donc que la nature envahisse l'espace routier. Je vous ai juste mis quelques enjeux sur la commune assez rapidement, puisqu'on les a évoqués ce matin. La propriété privée, bon voilà. La notion d'artificialisation, on l'a évoqué également, je ne reviens pas dessus. La notion de cadre de vie, de qualité de vie. Les conflits d'usage, pareillement, ça a été évoqué. Si vous voulez des exemples, je pourrais vous en donner. Un point qui n'a pas été forcément abordé, c'est la notion d'habitat réversible, c'est-à-dire les gens qui veulent venir vivre. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur un accès temporaire, on est sur un accès un peu définitif. Vous avez des systèmes de éco-hameaux, vous avez tout ce qui est habitat, les yourtes, etc. Ça pose beaucoup de questions et de problématiques sur nos territoires en ce moment. Et puis la notion de liaison douce, c'est-à-dire que l'approche, alors là j'étais sensible à l'intervention qui a été faite tout à l'heure, où nous on a un EHPAD qui est en plein centre-ville, donc on a cette réflexion de se dire l'accès à la nature la plus sauvage possible sur le territoire, oui, mais également comment la rendre possible pour que là, à l'heure actuelle, les gens à mobilité réduite au centre-bourg d'une commune de 1000 habitants peuvent pas sortir, quoi. C'est juste, ça semble un petit peu surprenant, mais c'est comme ça. Donc, en fait, cette gradation dans les attentes, il va falloir qu'on la retrouve, nous, dans notre gradation d'action sur le territoire. Donc, j'en viens à ce qu'on a réussi à faire, à ce qu'on essaye de faire chez nous, et à vous montrer en quoi ça peut susciter questions et problématiques. Donc, le programme s'appelle Ecoscientia, il est porté par la Fédération régionale des chasseurs et la Fédération française de randonnée, et il consiste tout simplement à recenser les chemins ruraux du territoire. Alors, en quoi c'est intéressant ? C'est d'abord parce qu'on peut le faire nous-mêmes. Vous l'avez dit tout à l'heure, théoriquement, la commune, moi je me mets dans mon bureau, il s'avère que de par mes compétences, je ne vous ai pas dit, je poursuis un doctorat en droit depuis très longtemps sur la notion de nature sauvage en droit, et je suis à la tête d'un bureau d'études en écologie, donc j'ai des compétences sur ces sujets-là. Je pourrais très bien me mettre dans mon bureau, prendre des logiciels, regarder sur le canal quels sont les chemins, et puis hop, vous sortir une liste, faire valider ça par le conseil municipal, on n'en parle plus. Est-ce qu'on a gagné quelque chose par rapport à notre sujet d'aujourd'hui ? Nous, on ne le pense pas. Donc on a fait une démarche très participative pour mobiliser les gens pour qu'ils se réapproprient les chemins ruraux. Pourquoi ? Deuxième effet, je ne m'en cache pas, effet de médiation soft law, M. Weber en parlait tout à l'heure, d'influence sociale plutôt que de pouvoir du maire, puisque c'est toujours très compliqué quand vous êtes maire au sein d'une petite collectivité, vous mouillez toute la population. Et donc les chemins qui ont été appropriés, tout à coup, ce n'est pas seulement le maire qui vient râler auprès de l'agriculteur ou auprès du privé qui se l'appropriait, c'est une démarche de diagnostic participative. Cette démarche, elle est appuyée par des organismes officiels, c'est-à-dire que j'ai des agents extérieurs qui sont neutres, Fédération française de randonnée, Fédération régionale des chasseurs, qui viennent et qui nous disent voilà le diagnostic de votre territoire. Donc, je ne vais pas ouvrir le parapluie parce que c'est moi qui suis en première ligne, mais néanmoins, je prends un petit gilet pare-balles quand même. Donc cette démarche-là, elle était possible parce que, je vais peut-être sur la slide suivante très vite pour vous montrer, en fait, ils nous fournissent un guide pour, l'idée c'est aussi d'identifier toutes les haies qui bordent les chemins ruraux pour pouvoir avoir des opérations aussi de remédiation, donc il y a l'aspect biodiversité et l'aspect randonnée. Donc sur le dernier point, voilà ce que ça peut donner en termes de cartographie à l'échelle d'une commune.
il y a plein d'autres cartes, mais c'était pour vous donner un petit peu, voilà, on arrive à recenser avec les gens la quasi-totalité des chemins, on leur donne des gradients, il y a un côté biodive, un côté accessibilité, enfin, on peut faire plein de choses après, une fois qu'on a ce diagnostic. Les questions que ça pose, et ça s'affiche pas, donc ça sera ma conclusion, je vais vous la faire verbalement. Le gros cercle violet tout moche que vous voyez au milieu, c'est l'élu. Et l'élu, en fait, il va être... donc, il y a normalement un gros médiation qui apparaît pour vous dire que c'est un peu son rôle, parce que en termes de pouvoir pur, dans les 3 cercles que vous vous souvenez, où on voit qu'il y avait les espaces collectifs, les espaces privés, il y a une partie, et là, c'est pour ça que j'ai mis élu local avec un point d'interrogation. Notre spécificité, c'est qu'on est propriétaire foncier aussi. Donc par rapport à des élus départementaux, etc. Donc on a déjà des leviers d'action possibles quand on a la chance d'en avoir, ou tout du moins on discute de propriétaire foncier à propriétaire foncier. Le défaut par contre d'une petite commune, là où il y a des enjeux, c'est qu'on n'a pas d'ingénierie. Et donc après, cette ingénierie, est-ce qu'elle est publique, privée ? C'est toutes les questions qu'on a à l'heure actuelle avec les AMI, les appels à manifestation d'intérêt. Par exemple, cette démarche-là, le CEREMA la propose, ça s'appelle Sentier Nature. Mais Sentier Nature, il faut mettre 20% du budget. Et moi, je suis une commune qui est sous réseau d'alerte préfecture avec audit de la Chambre régionale des comptes. J'ai 0 centime d'investissement. Donc, si on ne m'offre pas l'ingénierie, je ne peux pas aller la chercher. Vous avez les atlas de la biodiversité communale. On a voulu en lancer un, on s'est fait retoquer parce que le dossier était mal rempli. Bah oui, on n'a pas quelqu'un de dédié à ce sujet-là. Donc, tout ce qui est cohérence des politiques publiques, on a aussi la difficulté à se dire comment et où est-ce qu'on remet de la démarche participative. Est-ce qu'on a une ingénierie technique? Est-ce qu'on a une ingénierie de légitimation? C'est-à-dire juste quelqu'un qui vient, un acteur externe qui va venir nous appuyer juste pour dire oui, ce que vous dites est bien. En gros, de la validation sociale et de la validation technique. Donc on a toutes ces questions-là qui se posent. Si vous pouvez quand même me la remettre, parce que j'avais un ou deux mots... Ah, d'accord. Bon, alors, je peux parler d'autres choses en attendant. Alors, je vous reparle de moi, c'est ça le... Non, on continue. Allez, alors oui, de ce fait, je me réfugie très souvent en Scandinavie parce que, effectivement, pour déposer ces déchets, quand vous êtes à 50 km du premier point de civilisation, je peux vous assurer que ça va, j'en ai pas trop. À l'inverse, en tant que maire, des déchets, j'en ai aussi sur la commune très régulièrement. La responsabilité en cas d'accident, on l'a tous les jours. Donc, c'est des problématiques qui sont finalement préexistantes et qu'on peut gérer en parallèle. Moi, je reste persuadé que... voilà. Donc, dans les acteurs sur lesquels on peut s'appuyer, j'en ai mis un par exemple, nous on va s'appuyer sur la SAFER, puisqu'on est sur un territoire rural, ils ont l'habitude de discuter, ils connaissent les tarifs des terres. Donc si on veut les conventionner avec des agriculteurs, vous vous doutez bien qu'une petite commune rurale, la première liste d'opposition, il y avait une partie des agriculteurs de la commune. Si c'est moi qui y vais, ça ne va pas être aussi bien pris que si c'est un acteur avec lequel ils ont l'habitude de discuter. L'objectif étant effectivement d'avancer tous ensemble vers quelque chose d'un peu plus intéressant. Il faut aussi entendre que pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à un système où les chemins ruraux, alors là, la carte n'est pas très parlante, mais le roman date de 70-80, on m'a dit, c'était très très intéressant, parce que les anciens reviennent aussi dans ces cas-là, ils expliquent pourquoi. Tous les chemins ruraux, vous ne pouvez rien en faire aujourd'hui. Tout est en étoile. C'était, et je cite, vous me passerez les mots, on ne voulait pas qu'on se fasse emmerder par les autres, c'était pour notre acteur, point. Donc en gros, les chemins ruraux de la commune, aujourd'hui, j'ai beau me les réapproprier, ils ne servent à rien. Donc il va falloir que je négocie avec les agriculteurs pour vous dire, voilà, là, celui-là, ça fait 20 ans que tu es dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un bout de parcelle là qui t'embête moins? Donc, on va être dans de la négo et effectivement dans du conventionnement. Ça va être du cas par cas, ça va être du travail en dentelle. Mais néanmoins, on ne pourra pas faire autrement que de passer par cette phase-là pour obtenir quelque chose. Dans le cadre actuel, hein, moi, j'entends beaucoup les évolutions éventuellement réglementaires. On a, à l'heure actuelle, sur un PLU, on a des emplacements réservés pour faire des chemins. Bon, ils ont le mérite d'exister, mais c'est vrai que dans 20 ans, si c'est toujours pas vendu ou quoi que ce soit, il n'y a pas de possibilité d'action. Donc, à l'heure actuelle, on fait comme ça, et on se pose aussi la question de l'échelle d'action. C'est-à-dire que ce qui est valable à Trans-sur-Indre à l'échelle communale, peut-être qu'ailleurs, ça sera la communauté d'agglo, peut-être qu'ailleurs, c'est le département, peut-être qu'ailleurs, c'est la région qui doit le prendre en charge. Ce qu'on voit à l'heure actuelle comme un millefeuille contraint, il faut l'imaginer au contraire comme une opportunité d'action. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui comme contrainte, il faut se dire, voilà, ça c'est la spécificité du territoire français, comment, quel levier, où est-ce que moi je vais chercher la solution? Sur ce territoire-là, ça sera plutôt le département parce qu'il est dans une dynamique proactive. À un autre moment, ça sera le PNR parce que c'est lui qui s'est approprié ces sujets-là. Mais en gros, il va falloir avoir un travail de reconnaissance d'acteurs aussi, de manière à être efficace. Et donc, bien évidemment, le point qui a été soulevé et qui reste très compliqué pour nous, c'est le financement.
Donc là, c'est pareil, il y a de l'ingénierie de financement, mais encore, faut-il avoir le temps de la déployer. Donc là, on est aidé, le département avec le PDIPR peut, mais c'est des chemins particuliers. Donc là, c'est pareil, le fonds vert avec la fédé de chasse, le fait de replanter des haies le long d'un chemin va nous permettre peut-être de... Mais c'est de l'ingénierie financière, c'est lourd, ça demande des compétences que on n'a pas dans de très nombreuses mairies, parce que... Et puis quand on les a, on n'a pas le temps. Là, moi, je suis aujourd'hui présent avec vous, mais... au vu du nombre d'absents que j'ai en ce moment, je devrais être en train de faire la cantine parce que c'est compliqué à une petite commune. Et donc, tout ça, c'est très compliqué à mettre en place si on n'a pas un accompagnement. Dernier point, et j'en resterai là, il y a aussi tout un champ d'innovation. Parce que quand on se projette dans la nature, nous, on travaille en ce moment sur la trame noire. Il n'y a pas que la trame noire, il y a d'autres sujets, mais ça permet d'emmener les gens sur quelque chose d'un peu plus positif. Et le rapport à la nature, à l'heure actuelle, il suffit de fermer l'éclairage public, les gens sortent, entendent 3 grenouilles, et déjà, ils sont en Amazonie. Hein. Enfin, je veux dire, quand vous parliez d'un rapport à la nature qui se dégrade, ça se constate dans les campagnes, notamment avec un changement de population. C'est-à-dire que là, nous, les 600 personnes qui sont arrivées, ce ne sont pas des agriculteurs, ce sont des gens qui viennent de la ville et qui sont en cette appétence-là. Donc, il faut aussi savoir s'adapter à sa population et voir comment on peut l'emmener vers ces sujets-là. Et donc, pour éviter de trop déborder, j'en resterai là. Merci beaucoup.